continuons dans cette émission notre interrogation sur ce phénomène extraordinaire qui est la croissance de la complexité dans un univers en expansion. C'est peut-être l'événement, la découverte la plus fantastique de notre siècle. C'est d'abord l'existence de cette structuration de la matière. On a dit la nature est structurée comme un langage, mais aussi le fait que cette structuration est un phénomène historique, qu'au cours des âges, la réalité, la nature, la matière a gravi progressivement ces différents échelons. Et à la dernière leçon, nous avons étudié un aspect particulièrement important de cette ascension, un des moteurs de cette ascension, c'est l'existence des forces de la nature qui forment une espèce de colle qui permettent aux quarks de se souder en neutrons-protons, c'est la force nucléaire. Encore, la force nucléaire permet aux neutrons-protons de s'associer en noyaux d'atomes. Ensuite, la force électromagnétique qui permet aux atomes de s'associer en molécules. Et puis ensuite, qui régissent les comportements de la physiologie, de la chimie, les cellules et les organismes. On a vu aussi comment la gravité avait joué un rôle indirect en condensant la matière, en réchauffant la matière, en créant les conditions propices pour que la force nucléaire puisse, à l'intérieur des étoiles, entrer en opération. Et puis, on a trouvé un phénomène assez étonnant et assez préoccupant, c'est que ces forces qui jouent un rôle si positif auraient pu également jouer un rôle très négatif si elles avaient pu aller jusqu'au bout de leurs aspirations. Si, par exemple, la force nucléaire avait pu associer des noyaux, des nucléons jusqu'à satiété, jusqu'à saturation, elle aurait transformé tout l'univers en fer, la force électromagnétique en structure noble, atomes rares et molécules très compactes, et la force de gravité en trou noir. Et fort heureusement, ça n'est pas l'aspect de l'univers. Il y a du fer dans l'univers, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, plus d'un atome sur 30 000 qui est un atome de fer. Il y a des structures nobles, mais il y en a également relativement peu. Il y a des trous noirs et il y en a aussi relativement peu. Qu'est-ce qui a empêché ces éléments de se former sous l'action de leurs forces? Quels sont les éléments qui ont pu frustrer l'action de ces forces? C'est ce que nous allons essayer d'étudier maintenant. Une chose est certaine, c'est que ces forces ont agi. Et il est indispensable qu'elles aient agi, puisque sans cela, il n'y aurait pas de noyaux, tous ces noyaux que nous connaissons, il n'y aurait pas ces atomes et ces molécules que nous connaissons, il n'y aurait pas ces étoiles que nous connaissons. Quand vous regardez le ciel, vous voyez la manifestation devant vous du fait que la force de gravité est à l'œuvre et qu'elle a réalisé quelques-unes des structures dont elle est capable, les étoiles, les planètes, les galaxies, que la force électromagnétique est également présente, nous en sommes une manifestation, que la force nucléaire est également présente, l'existence des noyaux des atomes dont nous sommes composés en est aussi une manifestation, et pourtant nous savons que ces forces n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs aspirations. Alors, je vais présenter cette histoire d'une façon un petit peu différente, de la façon suivante. Ce diagramme est une représentation symbolique de ce qui s'est passé. Ici, supposons que le temps va dans cette direction ici. En bas ici, nous avons ce qu'était l'univers au tout début, des structures totalement dissociées. Il n'y avait pas d'éléments stables, il y avait des particules élémentaires et éventuellement des protons et des neutrons. L'action de la force nucléaire, qui a joué ce rôle si fondamental dans l'éclat des étoiles, a eu pour effet d'engendrer différents éléments chimiques que sont, par exemple, ici, chaque flèche veut présenter l'évolution de différents éléments. Imaginez que ceci, ce soit le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, le plomb. Tous ces éléments sont des voies par lesquelles, au cours du temps, la force nucléaire agit et la matière atteint des niveaux de stabilité de plus en plus grands. Ces particules sont plus stables, sont moins massives. On a vu que la stabilité était reliée à la différence de masse. Ces particules sont moins massives que les particules qui les constituent. Et l'univers part d'un état de monotonie. Au début, tout est pareil. Protons, neutrons, c'est tout ce qu'il y a. Et gagne en diversité, puisque ces différentes flèches présentent des noyaux différents qui sont dans des états différents de stabilité. Stabilité intermédiaire entre la stabilité nulle, qui était le cas à cette période, et la stabilité maximale que présenterait
ce qui se passerait si cette action de la force nucléaire pouvait continuer et retransformer tous ces éléments, comme on l'a vu, en noyau de fer, c'est-à-dire une nouvelle monotonie. Donc, en principe, nous sommes à mi-chemin entre une monotonie du passé et une hypothétique monotonie de l'avenir, c'est-à-dire ici des protons et des neutrons, et ici du fer. Et vous voyez que la région intermédiaire, celle dans laquelle nous sommes maintenant, est une variété, mais une variété en sursis, puisque, hypothétiquement, en tout cas, si les forces avaient pu continuer à opérer, et si elles continuaient à opérer, elles transformeraient tout ceci en fer. Alors, comment ça se fait? Quelle est la réponse à la question « Pourquoi sommes-nous dans ce domaine, dans ce sursis ?» Que ce sursis dure depuis plusieurs milliards d'années et qu'en tout cas, on pense que cet avenir monotone ici se situe dans un avenir de plus en plus lointain qui est probablement à une distance infinie dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'y arrivera jamais. La question de savoir est-ce qu'un jour l'univers sera complètement transformé en fer se pose en termes d'évolution stellaire. Est-ce qu'il y a suffisamment d'étoiles qui produisent du fer de sorte qu'un jour on en arrive là? On s'aperçoit que non seulement la quantité de fer depuis le début n'a pas atteint un nombre très grand, 1 sur 30 000, c'est pas beaucoup, mais que même cette production de fer ralentit avec le temps parce qu'il y a de moins en moins d'étoiles qui continuent à se former, parce que la matière, le matériau originel des étoiles, qui était cette matière nébulaire, est maintenant largement transformé en étoiles et que plusieurs de ces étoiles sont des cadavres stellaires qui ne vont pas continuer cette activité nucléosynthétique. Donc on peut dire qu'il y a effectivement un ralentissement de cette hypothétique fin monotone de l'avenir que vraisemblablement ce sursis dans lequel nous sommes va durer indéfiniment. Alors, question, comment se fait-il que cela a mis tellement de temps pour en arriver là? Tellement de temps, ça veut dire 15 milliards d'années. 15 milliards d'années, ça veut dire suffisamment de temps pour que la vie puisse se développer sur la Terre, pour que ces noyaux, dans cet état de sursis, aient la possibilité d'interagir entre eux pour produire des choses plus complexes. La réponse, on la connaît, mais comme toujours en astronomie, une réponse amène une nouvelle question. On peut dire la chose suivante. Si l'expansion de l'univers avait été beaucoup plus lente. C'est-à-dire que si au lieu d'avoir ce flash et ce refroidissement rapide, l'univers s'était refroidi très lentement, alors on aurait nécessairement passé de l'état d'hydrogène à l'état de fer. Et cela se serait passé au moment de ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. La raison pour laquelle, au moment de la nucléosynthèse primordiale, qui se situe, rappelez-vous, dans les premières minutes, on en a parlé, celle qui est responsable de la formation des éléments deutérium, lithium, au moment de cet événement, de ce chapitre de structuration de la matière, l'expansion était tellement rapide que cela n'a pas pu se passer et qu'une partie seulement, à peu près 25% de la matière, a été liée par la force nucléaire et que cette force nucléaire n'a pas même été capable d'engendrer du fer, elle est allée tout juste jusqu'à l'hélium. Alors, si vous voulez, on peut comparer cela à ce qui se passe dans ce qu'on appelle un phénomène de surfusion. La surfusion, c'est un phénomène qu'on peut faire chez soi, qui existe et qui est très fréquent dans la nature. Vous savez que quand vous refroidissez de l'eau jusqu'au 0 degré centigrade, en principe, l'eau devient de la glace. L'état le plus stable de la matière eau en dessous du 0 degré, c'est de la glace. Mais si, par exemple, vous refroidissez de l'eau très rapidement, vous pouvez amener de l'eau bien en dessous du 0 à moins 4, moins 5 et même plus, tout en la gardant liquide, simplement parce que la glace, qui est l'état le plus stable, n'a pas eu le temps de se former. Cela prend un certain temps pour que les cristaux de glace se produisent. Ça commence par des petits cristaux, ce qu'on appelle un phénomène de nucléation, de centre de nucléation. Ces cristaux se forment, grossissent, et ça prend un certain temps avant de transformer de l'eau en glace. Il faut dégager une certaine quantité d'énergie, et cette énergie met un certain temps. De sorte que même si, à moins 4, moins 5, l'état le plus stable de la matière eau, c'est la glace, en pratique, vous pouvez très bien avoir de l'eau encore liquide à moins 4, moins 5. Cela s'appelle un phénomène de surfusion. Bien sûr, ça ne durera pas indéfiniment. Si vous continuez à refroidir, à un moment donné, la glace va prendre très rapidement
et on va dégager l'énergie et on va passer à cet état le plus stable. C'est tout à fait semblable à ce que nous avons aujourd'hui dans l'univers. Nous sommes dans un état où l'état le plus stable serait pour la force nucléaire le fer, pour la force électromagnétique les structures nobles et les molécules simples, pour la force de gravité les trous noirs. Mais ces événements, ces structures simples n'ont pas eu le temps de se former. Pourquoi? Simplement parce que l'expansion de l'univers est trop rapide. Le refroidissement est trop rapide. Ils sont en train de se former. On peut considérer par exemple les étoiles du ciel comme des centres de nucléation qui sont en train de préparer des trous noirs. Les noyaux qui existent, carbone, azote, oxygène, comme des noyaux de condensation autour desquels éventuellement on pourrait avoir du fer, mais la lenteur de cette transformation, la lenteur de cette arrivée vers l'état de saturation est tellement grande et devient de plus en plus grande parce que plus l'univers se refroidit, plus ces réactions sont lentes, de sorte qu'à toute fin pratique, nous sommes dans un univers en sursis et un sursis qui pourrait durer pendant encore très longtemps. On y reviendra un peu plus tard, en tout cas plusieurs dizaines de milliards d'années au moins. Alors, on a donc comparé cela au phénomène de surfusion. Dans le cas de la surfusion, on sait très bien comment produire de la surfusion, il faut refroidir vite. Dans le cas de l'univers, on s'aperçoit que l'univers refroidit trop vite pour qu'on soit passé simplement d'une monotonie à une autre monotonie. Question, pourquoi l'univers se refroidit-il vite plutôt que lentement? Alors là aussi, on sait la réponse, c'est que cela s'explique ou peut trouver une explication en termes des propriétés de la force de gravité. C'est effectivement la force de gravité qui détermine le taux d'expansion de l'univers, et si la force de gravité était différente de ce qu'elle est, l'expansion pourrait être beaucoup plus lente, et on aurait donc immédiatement passage d'ici à là. Alors, si on pose la question, oui, mais pourquoi la force de gravité a-t-elle une intensité telle qu'elle force l'univers à avoir une expansion aussi rapide? Eh bien, la réponse à cette question, on ne la connaît pas. Cela, on pourrait vraisemblablement la trouver si un jour on arrive à formuler cette théorie des forces unifiées, c'est-à-dire cette théorie qui nous permettrait de réaliser la quantification de la gravité, c'est-à-dire comprendre comment des atomes se comportent dans un champ de gravité très intense. À cela, on n'a pas de réponse pour l'instant, et vraisemblablement que même si on avait une réponse, on pourrait demander « oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi ?» Comme vous savez, la science, c'est une série de pourquoi emboîtés. On peut toujours dire « c'est comme ça parce que c'est comme ça »,« oui, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ?» et ainsi de suite. On a une série de pourquoi emboîtés. Pour l'instant, là aussi, force nous est de nous contenter de cette réponse insatisfaisante. Si l'univers se refroidit vite, c'est à cause des propriétés de la force de gravité. On s'aperçoit que la force de gravité a des propriétés telles qu'elle force l'univers à se refroidir trop vite pour permettre le passage d'un état de monotonie à un autre état de monotonie, c'est-à-dire pour nous permettre d'aller immédiatement à la stabilité maximale, c'est-à-dire pour transformer l'équivalent, dans notre comparaison, de l'eau en glace au moment même où on passe au zéro. Alors donc, phénomène important, l'univers est en sursis, il se crée ce que nous appelons les situations de déséquilibre. Situation d'équilibre, c'est quand les transformations sont très lentes et que tout ce qui peut se passer a le temps de se passer. Situation de déséquilibre, c'est quand les transformations sont trop rapides et tout ce qui peut se passer n'a pas le temps de se passer et la force nucléaire n'a pas eu le temps de transformer tous les nucléons en fer, la force électromagnétique, tous les atomes en structures nobles, la force de gravité, toutes les masses gazeuses, les masses stellaires en trous noirs. Cela se passe lentement, mais de plus en plus lentement, et c'est là un élément fondamental de cette découverte de l'expansion de l'univers. Vous voyez en quoi l'expansion de l'univers est un phénomène qui est relié également à la production de la diversité et de la variété des formes. Eût-elle été différente, nous n'aurions jamais eu cette diversité, cette variété des formes, et nous serions passés immédiatement à un univers qui serait resté toujours stérile, c'est-à-dire dans lequel il n'y aurait pas eu de production de structures de plus en plus complexes, il n'y aurait pas eu cette pyramide de la complexité, et dans un univers dans lequel il n'y aurait personne pour poser des questions et discuter de comment les astres et comment le cosmos est relié à notre présence ici. Alors ce qui va se passer, c'est que
Maintenant que cette variété nucléaire est établie dans l'univers, et c'est bien ce qui se passe, il y a des atomes de carbone, d'azote, d'oxygène, nous connaissons les populations, je vous ai montré comment ils sont reliés au phénomène d'évolution stellaire, eh bien, nous avons maintenant un autre phénomène, c'est une greffe d'un sursis sur un autre sursis. Pendant que ces atomes, ici nous retrouvons le même dessin dans lequel le temps allait comme ceci, et nous sommes quelque part ici, et maintenant ces atomes qui existent, qui sont peut-être en sursis, mais qui se disent on a le temps de faire quelque chose avant de disparaître, eh bien ces atomes vont s'associer sous l'effet de la force électromagnétique. Et ce que vous avez devant vous ici, c'est un diagramme analogue, mais maintenant on va déplacer le temps dans cette direction. C'est-à-dire que ces atomes, ces noyaux d'atomes, peuvent s'associer et produire, grâce à la force électromagnétique, une quantité incroyable de structures électromagnétiques que sont par exemple les molécules complexes, l'ADN, on l'a vu, les protéines, tout ce qui intervient dans l'évolution de la vie. Ces molécules sont également en sursis, bien sûr, parce que l'état le plus stable, ce serait l'état dans lequel la force électromagnétique agirait jusqu'au bout de ses possibilités et retransformerait le tout en un nombre de structures qui sont ici beaucoup plus compactes, qui ont beaucoup plus de stabilité. Ça pourrait être de l'eau, du gaz carbonique, du néon, de l'argon, du xénon. Et vous voyez comment, là encore, on est en sursis entre deux monotonies. Une monotonie qui serait, ces noyaux restent séparés les uns des autres. Au point de vue électromagnétique, il n'y aurait pas de variété chimique. Ici, nous avons une extraordinaire variété chimique qui se produit, c'est l'évolution de la vie sur la Terre. Et éventuellement, par exemple, si le Soleil arrêtait de briller, on aurait cette retransformation de toutes ces molécules dans leur état le plus stable et on verrait apparaître des molécules stables qui ne pourraient pas être porteuses d'informations, qui ne pourraient pas être porteuses de la vie. Là encore, nous avons le même phénomène relié à la fois à la lenteur du refroidissement de l'univers, mais aussi au fait que le Soleil nous envoie une lumière constante, que ces réactions se produisent mais mettent un certain temps, et que les structures intermédiaires peuvent coexister avec des structures stables grâce au fait que le Soleil nous envoie toujours de l'énergie pour permettre justement de sortir de cette stabilité et d'avoir cette variété électromagnétique. Donc vous voyez comment les variétés se greffent les unes sur les autres, la variété nucléaire en sursis a le temps, pendant son existence, et dans des conditions favorables que sont l'atmosphère, l'océan terrestre, la présence du Soleil, le rayon ultraviolet, a le temps et la possibilité de se développer en des structures très instables que sont la variété des molécules vivantes, avant de, par exemple, à la mort du Soleil, quand la Terre va se refroidir, retourner nécessairement à cet état ici. Vous voyez, en résumé, les forces de la nature ont agi. On le sait bien puisqu'il y a des noyaux, il y a des molécules, il y a des étoiles. Elles n'ont pas atteint, elles n'ont pas saturé leurs possibilités, elles ne sont pas allées jusqu'au bout de leurs aspirations et de leurs rêves parce que l'expansion de l'univers, le refroidissement de l'univers, parce que la présence du Soleil a la possibilité d'interrompre cette course vers une monotonie, vers une autre monotonie, et en sursis entre les deux, nous avons cette possibilité d'une création de variétés atomiques, de variétés moléculaires gouvernées par la force électromagnétique sur laquelle se fonde la vie sur la Terre. Ce diagramme de l'histoire thermique de l'univers va nous replacer dans le contexte de notre histoire. Rappelez-vous, on vient de se dire pourquoi la matière nucléaire n'a-t-elle pas été complètement transformée en fer? Eh bien, voilà donc l'histoire à partir des premiers temps, premières secondes, 1 million d'années, 10 milliards d'années, et aujourd'hui. Alors, cette courbe verte présente le rythme de refroidissement de l'univers. Ça, c'est la température, et ça, c'est le refroidissement. Ce refroidissement est tellement rapide que lors de la période de formation des éléments dans le cosmos, la nucléosynthèse primordiale,
on n'a pas le temps d'aller très loin. On ne transforme qu'une toute petite partie de la matière en hélium, de sorte qu'il reste énormément d'hydrogène, et la présence de cet hydrogène, entre parenthèses, va être très importante, puisque le Soleil est formé d'hydrogène, et si le Soleil a une vie si longue, c'est parce qu'il était composé au début à 75% d'hydrogène en masse. Si cette nucléosynthèse primordiale avait été plus avancée, si la force nucléaire avait pu transformer toute matière en fer, non seulement il n'y aurait pas d'atomes variés pour la vie, mais les étoiles auraient été formées de fer, et une étoile formée de fer dure très peu de temps puisqu'elle ne peut pas avoir accès à des périodes de fusion thermonucléaire. Ce qui fait qu'une étoile de fer, au lieu de durer 10 milliards d'années, durerait peut-être au maximum quelques dizaines de millions d'années. C'est évidemment trop peu pour arriver à la formation de la vie, en tout cas si tout se passe comme ça s'est passé sur notre Terre. Donc il y a un double avantage à ce que ça soit rapide. Un, il reste des noyaux qui ne sont pas du fer, et deux, la présence de ces noyaux va servir à la vie, mais aussi va servir à la fusion thermonucléaire à l'intérieur des étoiles. Et donc quand les étoiles se forment, à l'intérieur des étoiles, ça se réchauffe, et ces étoiles, ensuite, peuvent durer suffisamment longtemps, dans le cas du Soleil, par exemple, pour veiller à l'éveil, à l'éclosion de la vie sur la Terre. Alors, à la mort d'une étoile, la matière se refroidit à nouveau, redescend vers des températures trop basses cette fois pour l'action de la force électromagnétique, mais grâce à la présence du Soleil ou d'une étoile au voisinage d'une planète hypothétique dans laquelle se créerait une biosphère, il y a apparition d'une température tiède. Cette température tiède va maintenant durer suffisamment longtemps pour qu'il y ait la possibilité d'évolution de la vie, et tout en respectant les structures stables, les structures instables, c'est-à-dire les molécules et les protéines, et ce ne serait qu'à la mort de cette étoile que ces structures retourneraient donc à l'état le plus stable que serait l'eau, le gaz carbonique et les gaz rares. Donc on retrouve ici cette question de l'importance de la vitesse du refroidissement de l'univers dans l'éclosion de la complexité. Encore une fois, la question de savoir pourquoi ça s'est développé à cette vitesse plutôt qu'à une autre vitesse, c'est quelque chose qui est relié aux propriétés de la force de gravité, et ça, pour l'instant, nous ne pouvons que constater que c'est cela qui s'est passé et non pas autrement. Donc c'est encore un de ces faits. Nous découvrons que la force de gravité est telle qu'elle permet ces événements, et en particulier l'apparition de la complexité sans une régression à tout instant vers la monotonie. Alors cette question maintenant qui se pose à nous, c'est la question suivante. Nous avons vu donc les forces entrer en opération. Nous avons vu comment leur aspiration doit être frustrée pour permettre l'apparition d'une variété qui n'est pas ensuite détruite. Et cela va nous amener à une question fondamentale et très intéressante, c'est la question de est-ce que la vie est universelle? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraisemblablement des planètes habitées, des biosphères en dehors de la nôtre, qui auraient peut-être de la vie végétale, animale? Est-ce qu'il existe d'autres endroits dans le monde où cette même progression a pu se produire? Alors, on n'a pas de réponse définitive à cette question, bien sûr, parce que nous n'avons jamais vu, nous n'avons aucun signe évident de la présence de vie sur d'autres planètes. Et on ne sait même pas s'il y a d'autres planètes habitables. Les étoiles sont tellement loin que nous ne sommes pas en mesure d'aller observer jusque-là. Nous n'avons pas reçu de messages radio qui pourraient nous convaincre qu'il y a de l'intelligence ailleurs, des messages envoyés reflétant une intention, même si on ne comprend pas ce qui se dit. On pourrait très bien voir que c'est envoyé par quelqu'un d'intelligent. Et jusqu'ici, bien qu'on entende beaucoup parler de soucoupes volantes et d'autres phénomènes de ce genre, je crois que quelqu'un qui a un peu un esprit critique ne peut pas se convaincre que ces informations sont tout à fait crédibles. Alors je vais vous dire comment on peut former une argumentation valable, plausible, qui nous permet de penser qu'il y a de multiples vies animales et végétales, c'est-à-dire que cette pyramide s'est élevée, s'est érigée, non seulement chez nous, mais ailleurs. Première chose, nous avons observé une très grande uniformité dans la nature, dans l'univers.
Partout, il y a des galaxies qui se ressemblent plus ou moins, mais enfin qui ont des choses en commun. Partout, il y a des étoiles également, qui ont un spectre de variété, mais on retrouve ce spectre de variété et de couleurs un peu partout. Il y a aussi, on peut l'observer, partout des atomes. Les atomes qui existent dans l'univers, jusqu'aux confins de l'univers, sont toujours les mêmes que chez nous. On n'a jamais observé un atome dans l'espace interstellaire qui ne soit un atome que nous connaissons sur notre table de Mendeleïev. Et aujourd'hui, on est en train d'explorer le monde moléculaire. Grâce à la radioastronomie, nous pouvons observer la présence de molécules à des distances très grandes et nous observons que les molécules qui existent en dehors de notre système solaire, dans les nuages interstellaires et dans des galaxies, et maintenant les données s'étendent jusqu'à des galaxies très lointaines, à des centaines de millions d'années-lumière, ces molécules sont tout à fait analogues à celles que nous connaissons. En particulier, elles sont toujours à base de carbone. On a dit longtemps, peut-être que la vie pourrait exister sous d'autres formes. Est-ce que, par exemple, le silicium ne pourrait pas remplacer le carbone ailleurs? Eh bien, au niveau des molécules, ça n'est pas du tout le cas. Les molécules que nous connaissons, dès qu'elles ont plus de 2 ou 3 atomes, et nous connaissons des structures qui vont jusqu'à 30 ou 40 atomes, ce sont toujours des molécules qui sont à base de carbone, dont le carbone est l'élément dominant. Il y a très peu de molécules qui contiennent du silicium, mais ce sont toujours des molécules très simples. C'est comme si la nature avait ses façons, ses trucs favoris pour s'organiser, et c'est comme si elle utilisait toujours ces mêmes trucs, probablement parce que ce sont les plus efficaces. De sorte que nous observons à tous les niveaux où nous pouvons observer la nature, nous trouvons une très grande uniformité. Des neutrons-protons, c'est-à-dire des noyaux d'hydrogène, de l'hydrogène, des atomes, tous les atomes variés, les molécules, toujours la même façon de s'organiser. Alors, cette homogénéité, qui est en fait basée sur un autre phénomène que nous connaissons bien, c'est le fait que les lois de la nature sont les mêmes partout. Nous avons des tests maintenant très précis qui nous permettent de dire que même aux confins de l'univers, là où on trouve les lointains quasars, on peut étudier par exemple la lumière des quasars et chercher à voir si cette lumière est dominée par les mêmes lois que la lumière que nous émettons dans le laboratoire. On considère des photons qui viennent d'un quasar, des vieux photons qui se baladent depuis 10 milliards d'années, et nous les comparons, comparons leurs propriétés aux photons que nous produisons dans nos laboratoires, et nous voyons que leur énergie, leur fréquence sont reliées par exactement la même loi, et numériquement la même loi, avec une valeur très précise, à mieux d'1%, que les photons que nous produisons dans notre laboratoire. Il y a plusieurs tests de cette façon qui montrent toujours la même réponse. Les lois de la nature, non seulement sont universelles dans l'espace, mais sont également universelles dans le temps. Elles sont les mêmes depuis très longtemps et partout. Uniformité des lois, uniformité des structures engendrées par les lois, aussi loin ou aussi haut dans cette pyramide que nous pouvons observer. Évidemment, nous n'observons pas les niveaux supérieurs. Nous n'avons pas les moyens d'observer s'il y a des cellules ou des organismes. Mais le fait que partout où on a pu observer, on voit que la nature s'organise de la même façon, rend plausible, sans être une preuve, une certitude, le fait que si on pouvait observer des faunes et des flores d'autres planètes, on trouverait des cellules, des organismes qui peut-être seraient différents des nôtres, bien sûr. Par exemple, ça pourrait être aussi différent que par exemple, la faune et la flore de l'Australie. Vous savez que quand on a découvert l'Australie, quand on a répertorié les plantes et les animaux, on a trouvé des plantes et des animaux relativement différents de ceux que nous connaissons. On a trouvé des kangourous, on a trouvé des eucalyptus que nous ne connaissons pas chez nous, et on a eu l'impression que c'était très différent. En fait, quand on y regarde de près, ça n'est que superficiellement différent. La différence entre un lion et un kangourou n'est pas très grande. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les deux yeux, un nez, une bouche, des poumons, un système respiratoire, un système sanguin, un système digestif. Et ça, on le comprend très bien, puisque les problèmes que rencontrent ces animaux sont tout à fait les mêmes que ceux que rencontrent les animaux que nous connaissons ici, c'est-à-dire il faut manger, il faut respirer, il faut avoir de la chaleur. C'est la logistique de la vie, de la survie, qui dicte, pourrait-on dire, quelle doit être la structure fondamentale des animaux.
On retrouve une très grande homogénéité au niveau de la biochimie. J'ai parlé de l'ADN. Eh bien, l'ADN, il est présent partout. Il est toujours composé de 4 bases nucléiques. Ces 4 bases nucléiques ensuite codent pour former des protéines avec un alphabet d'une vingtaine d'acides aminés. Cette analogie extraordinaire entre tous ces façons, ces élaborations de la vie nous donne à penser, sans qu'on puisse en être certain, que vraisemblablement, ailleurs dans l'univers, il existe des systèmes qui ont atteint des niveaux très avancés et peut-être, après tout, plus avancés que nous. On peut penser que l'intelligence, comme on l'a vu, qui était une stratégie de survie, il y a toujours ce problème de survivre dans un monde difficile où il y a de la compétition, que cette intelligence, vraisemblablement, est également un phénomène universel. Et donc, on peut penser qu'il est plausible, il n'est pas idiot, disons, de penser que cette structuration, cette pyramide de la complexité, c'est un phénomène très universel et qu'on pourrait probablement, si on allait sur d'autres biosphères, trouver des phénomènes semblables. Alors, ce n'est pas un argument totalement probant, c'est un argument, je dirais, vraisemblable, qui fait que la plupart des astrophysiciens, mais pas tous, croient que la vie existe également sur d'autres planètes et, pourquoi pas, en très très grand nombre. Une autre question intéressante qui se pose à nous, c'est combien de temps la vie, la complexité va-t-elle pouvoir durer dans l'univers? Combien de temps notre univers va-t-il rester habitable? On a vu qu'au niveau supérieur, ici, une condition indispensable de la structuration, c'est la présence d'une étoile, le Soleil, qui émet des rayonnements ultraviolets et visibles et qui assure la possibilité des échanges qui sont fondamentaux pour le fonctionnement de la vie. Alors, évidemment, nous sommes, nous, sur la Terre, liés à la présence du Soleil. Le Soleil, nous le savons, va durer encore 5 milliards d'années, c'est relativement long, mais c'est un temps qui n'est pas infini et se posera à ce moment-là la nécessité pour les êtres humains, s'il y en a encore, ce qu'on peut souhaiter, d'aller se mettre à l'abri d'une autre étoile et de continuer à recevoir ces photons qui sont si indispensables. Alors, on ira peut-être près d'une autre étoile, mais comme je l'ai mentionné, les étoiles ne sont pas éternelles et même les étoiles qui durent le plus longtemps peuvent atteindre jusqu'à 1000 milliards d'années, mais c'est vraiment la limite. Au-delà de 1000 milliards d'années, il n'y a plus de possibilité pour les étoiles de briller. Elles ont épuisé leurs réserves et à cette distance dans le temps, la matière, le matériau, la matière première de la formation des étoiles, qui est cette masse de gaz et de poussière qui existe dans notre galaxie, aura été épuisée. Elle se sera complètement transformée en cadavre stellaire, trou noir, étoile à neutrons, naine blanche. Est-ce que ça veut dire que la vie est condamnée à mourir après ce temps? Alors, regardons le schéma de la façon suivante. D'abord, regardons le comportement de l'univers dans son ensemble. On a vu comment le scénario le plus vraisemblable de l'avenir de l'univers, c'est un refroidissement progressif de l'univers. Aujourd'hui, nous sommes à 3 degrés. Dans 40 milliards d'années, nous serons peut-être à 1 degré. Un refroidissement progressif vers le zéro absolu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cela. Le fait qu'aujourd'hui l'univers soit à 3 degrés ou à 0 ne nous importe guère. Pourquoi? Parce que nous sommes près d'une étoile et c'est grâce à la présence de cette étoile que nous pouvons exister et la température qu'il fait entre les étoiles ne nous fait, si on peut dire, ni chaud ni froid. Le problème, c'est l'épuisement de ces sources d'énergie stellaire et est-ce qu'il y a des remplacements possibles? Est-ce qu'il y a des possibilités de remplacer l'énergie stellaire par une autre source d'énergie? Eh bien là, depuis quelque temps, on connaît une source qui serait vraisemblablement utilisable. Grâce aux travaux de l'astrophysicien anglais Stephen Hawking, nous savons que les trous noirs eux-mêmes ne sont pas si noirs que cela, comme il dit, « black hole ain't so black », et qu'en fait, ils s'évaporent, et cette évaporation pourrait être également une source d'énergie, et cette source d'énergie pourrait durer beaucoup plus longtemps. Par exemple,
Un trou noir qui aurait la masse du Soleil mettrait pour s'évaporer 10 puissance 60 ans. 1 avec 60 zéros. C'est quand même un répit relativement important par rapport au trillion d'années, c'est-à-dire 10 puissance 12, qui est le maximum promis par les étoiles classiques. Les trous noirs pourraient étendre cela jusqu'à 10 puissance 60 ans. Alors, 10 puissance 60 ans, c'est long, mais un jour ou l'autre, ce sera terminé. Et est-ce que cela veut dire qu'à cette période, la vie sur la Terre deviendra impossible? Eh bien là, je dirais, il faut faire attention. Nous connaissons aujourd'hui certaines formes d'énergie. Avec les formes d'énergie que nous connaissons, le nucléaire, l'évaporation des trous noirs, nous sommes en mesure de prévoir la possibilité d'une habitabilité qui pourrait être d'aussi longue durée que celle que j'ai mentionnée, mais nous ne connaissons pas nécessairement, ni même probablement, toutes les formes d'énergie. Donc il est possible qu'il existe une autre forme d'énergie, une autre force, une cinquième force, une sixième force. On en a parlé, celle dont on a parlé, on n'y croit plus trop maintenant, mais il est tout à fait possible, il n'y a aucune raison de penser que nous avons épuisé la liste des forces qui existent dans la nature. Pour vous donner un exemple, au début du siècle, on connaissait deux forces, la gravité et l'électromagnétique. Pendant ce 20e siècle, on a ajouté deux nouvelles forces, la force nucléaire et la force faible. Eh bien, on serait bien téméraire et présomptueux de penser que nous avons épuisé cette liste. Et toute argumentation qui tendrait à prouver que l'univers deviendra inhabitable dans 10 puissance 60 ans ou plus serait basée sur l'hypothèse que nous avons inventorié toutes les forces de la nature, et évidemment c'est une hypothèse qui n'est pas fondée. Nous ne savons absolument pas il ne reste pas d'autres formes d'énergie inconnues de nous. Donc les prédictions des scientifiques, où il faut y faire attention, elles sont toujours basées sur les connaissances actuelles, et si les connaissances actuelles changent, eh bien ces prédictions sont sujettes à changement aussi. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on en a encore pour un bon moment. Les étoiles pourraient nous permettre d'avoir une forme d'organisation, de rester au niveau les plus organisés pendant 1 trillion d'années, 10 puissance 12 années, et peut-être les trous noirs, si on arrive à les exploiter de façon convenable, on ne sait pas encore, mais on a le temps d'y arriver, nous permettraient d'aller jusqu'à 10 puissance 60 ans. Donc voilà pour cette question de l'avenir de l'univers. Alors, je voudrais passer maintenant à un autre sujet, un sujet qui est très intéressant et qui est très important. On s'est demandé souvent quel était le rôle du hasard et du déterminisme dans l'élaboration de la complexité. Vous savez que Démocrite a dit, un peu avant Jésus-Christ, 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ, tout arrive par hasard et par nécessité. Quand on y pense, c'est une phrase perfide, parce que quand il nous dit par hasard et par nécessité, ça veut dire que ces deux entités, qui sont tellement différentes, pourraient dans son esprit coexister. Et comment faire coexister deux entités aussi différentes que le hasard et la nécessité, qui ont l'air tellement contradictoires? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Je dirais que ce que nous avons appris dans les dernières 50 années, c'est comment, dans la nature, le hasard et la nécessité, j'aime mieux remplacer le mot hasard par le mot jeu et le mot nécessité par le mot loi, comment les jeux et les lois peuvent coexister et participer à l'élaboration du cosmos. Sur l'écran, vous avez un exemple, peut-être le plus bel exemple que je puisse imaginer, de structure dans lequel on voit à la fois le rôle des lois et le rôle du jeu. C'est les flocons de neige. Les flocons de neige sont soumis à une loi dont l'expression, je dirais, simplifiée, une loi de la physico-chimie, c'est que les cristaux de neige auront 6 branches. Ce sera une symétrie hexagonale. Chacun de ces cristaux a 6 branches. Mais au-delà de cette exigence, la physico-chimie laisse carte blanche. Elle dit, bon, maintenant, si vous avez rempli cette obligation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est ce qui fait que les cristaux de neige sont tous différents les uns des autres, et c'est ce qui fait leur beauté. La beauté des cristaux de neige, c'est le fait qu'il y ait un ordre, une structuration évidente, mais que cette structuration laisse la possibilité à énormément de variétés de cristaux de neige. Un exemple, par exemple, d'une structure qui ne serait soumise à aucune loi, ce serait, par exemple, des grains de suie.
Si je vous présentais des grains de suie plutôt que des cristaux de neige, vous verriez des choses tout à fait informes et vous n'auriez pas cette impression de beauté que vous avez devant les cristaux de neige. Si par ailleurs je vous présentais une structure qui, elle, est déterminée à prendre toujours la même forme, par exemple les cristaux de sel, qui prennent toujours une forme cubique, un cube parfait, vous auriez devant vous une série de cubes et vous n'auriez pas également cette impression, vous diriez c'est tout à fait monotone. Donc, quand les lois sont déterminantes, dans le contexte où les lois sont déterminantes, on est dans la monotonie du pareil au même, et quand au contraire, il n'y a pas de loi qui organise la matière, on est dans le fouillis le plus complet. Et la règle d'or de la nature, pour créer des structures toujours plus complexes, plus variées et aussi plus performantes, c'est d'arriver à doser subtilement le hasard et la nécessité, les lois et les jeux. Eh bien, nous allons voir un peu plus en détail comment cela se fait, comment est-ce qu'on peut arriver à une telle coexistence. Il faut dire que dans l'histoire de la pensée scientifique, il y a eu chacun de ces entités, le hasard et la nécessité, ont eu leur heure de gloire. L'heure de gloire de la nécessité, c'est-à-dire ce que nous appellerions maintenant le déterminisme, c'est le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle. C'est le moment où on a découvert les lois du mouvement des planètes autour du Soleil et des satellites autour des planètes. C'est Newton, c'est Laplace. À ce moment-là, on a l'impression qu'on a compris comment ça fonctionne, on a écrit les lois qui déterminent ce mouvement et on est convaincu que ces lois peuvent déterminer le futur complètement, c'est-à-dire que le futur, l'illusion de liberté que nous avons par rapport au futur est effectivement une illusion, qu'en fait tout est déterminé. Et c'est Laplace qui le dira le mieux. Laplace se dit, ce que nous avons compris dans le domaine du ciel, de la physique céleste, eh bien cela doit s'appliquer à toutes les réalités. Et il se dit, le jour où nous aurons l'équivalent de la loi de Newton pour décrire tous les phénomènes sur la Terre, la chimie, la biologie, nous saurons prévoir l'avenir, nous saurons que tout est déterminé. Et il a cette phrase, un esprit qui connaîtrait à la fois toutes les lois du cosmos et la disposition des corps dans le cosmos aujourd'hui sur lesquels ces lois s'appliquent, pour lui, le futur n'aura pas de mystère. Alors ça, c'est la période du déterminisme absolu dans lequel on est convaincu que tout est déterminé et qu'il n'y a pas de possibilité de jeu, de créativité, d'inventivité. En même temps, un peu plus tard, il y a l'âge d'or du hasard, c'est bien sûr l'apparition de la théorie de l'évolution de Darwin, dans laquelle on découvre que les mutations qui font évoluer les êtres vivants sont des mutations qui sont aléatoires, qui sont au hasard, et c'est une période dans laquelle on est convaincu que tout ce qui se passe dans l'univers est simplement relié au hasard et que tout est hasard depuis toujours. Alors voilà deux grandes périodes, 17e siècle, tout est loi, tout est déterminé, et puis 17e, 18e, et puis avec la naissance de la biologie et de la théorie de l'évolution, au contraire, on passe à l'opinion inverse, tout est hasard et rien n'est déterminé, rien n'est structuré dans la nature. Alors voilà les deux grandes périodes, et aujourd'hui, au XXe siècle, nous sommes arrivés à comprendre, grâce à différents développements de la physique, en particulier les développements de ce que nous appelons les théories du chaos, comment le hasard et les lois peuvent coexister, comment, disons d'une façon plus simple, comment les lois que l'on croyait déterminer complètement l'avenir, en fait, ne le déterminent que partiellement. Leur pouvoir exécutif n'est pas aussi grand qu'elle le croyait, mais en même temps, le fait qu'elle ne le détermine que partiellement laisse la possibilité à ce qu'on peut appeler le jeu, c'est-à-dire à des réalisations différentes, dont vous avez bien sûr un exemple avec ces cristaux de neige et que nous allons retrouver dans le monde biologique un peu partout. Toujours, par exemple, au niveau des fleurs, il y a ces structurations, il y a des symétries à 5 pointes, à 6, à 3. Ces symétries sont très présentes, elles dominent les sépales, les pétales, les antennes, mais toujours autour de cela, il y a la possibilité pour chaque fleur d'être différente l'une de l'autre, et cela va déterminer l'évolution et la beauté du monde. Rappelons que le mot cosmos, dans le langage grec, veut dire non pas l'univers lui-même, mais l'ordre dans l'univers, la beauté de l'univers. C'est un mot que nous retrouvons en français dans le mot cosmétique,
Cosmétique, c'est précisément quelque chose qui est en relation avec le beau. Et le cosmos, c'est justement cette beauté du monde qu'avaient déjà découvert les Grecs et qui est donc le résultat de cette interrelation entre le hasard et la nécessité. Pour comprendre ce qui s'est passé depuis Laplace et ce qui fait qu'aujourd'hui on met en doute son affirmation d'un déterminisme absolu de la nature, il faut revenir à la formulation de Laplace. Laplace disait, si on connaissait avec une grande précision la position de tous les corps dans l'univers, alors on pourrait prévoir leur position, leur trajectoire dans un futur aussi long qu'on voudrait. Le problème, c'est que d'une part, on ne peut pas connaître la position des corps aujourd'hui avec une précision suffisante. On est obligé d'avoir une incertitude sur leur position, et cette incertitude est non seulement quelque chose qui est de l'ordre de l'observation, qu'on pourrait éliminer avec des observations de plus en plus précises, mais elle intervient également au niveau quantique. Au niveau quantique, la physique des atomes nous dit qu'il y a une limite à la précision avec laquelle vous pouvez déterminer en même temps la position et la vitesse des particules. Et cette limite initiale, évidemment, va faire que l'imprécision sur la position d'un corps va croître avec le temps et qu'après un certain temps, on ne connaîtra plus la position de ce corps. Cela se complique aussi du fait que ce que Laplace disait était tout à fait correct quand il s'agissait, par exemple, de deux corps, la Terre et la Lune, par exemple. Si on considère le fait que dans le système solaire, il n'y a pas que la Terre et la Lune, mais il y a aussi le Soleil, il y a d'autres corps, dès qu'on fait intervenir d'autres corps, les équations qui décrivent le mouvement de ces corps sont des équations qui sont particulièrement sensibles à la précision des données initiales. Et on obtient rapidement ce qu'on appelle un comportement chaotique. Ce qui veut dire que même si vous connaissiez la précision des données initiales avec une très grande précision, même si on les connaissait avec une très grande précision, les équations sont telles que l'incertitude sur la position de ces corps croît avec une telle rapidité qu'on perd rapidement toute connaissance. Cela se passe en particulier quand il y a des phénomènes que l'on appelle des phénomènes non linéaires. Un phénomène non linéaire, ce serait, je vais vous donner un exemple d'un phénomène linéaire. C'est ce qui se passe, par exemple, quand vous allumez le réchaud de votre cuisinière. Si vous doublez la quantité d'électricité, vous doublez la quantité de chaleur. Ça, c'est un phénomène linéaire. Si vous triplez la quantité d'électricité, vous triplez la quantité de chaleur. Mais il y a des cas où la cause, mettre de l'électricité, qui crée un effet, la chaleur, cet effet va à son tour influencer la cause. Et à ce moment-là, tout va se précipiter avec une telle vitesse que vous ne pouvez plus prédire l'avenir. Un exemple très simple, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous échappez une allumette dans une forêt où il y a des aiguilles de pin. La chaleur de l'allumette va créer un incendie, un petit incendie. Cet incendie va augmenter la chaleur au voisinage de l'allumette et cette chaleur va augmenter la propagation de l'incendie qui va augmenter la propagation de la chaleur. Vous voyez, c'est un exemple où la cause crée l'effet, mais l'effet influence la cause. Il y a ce qu'on appelle boucle de rétroaction. Et dans ces conditions, on ne peut absolument pas, par exemple, prévoir quel va être l'avenir d'un feu de forêt. Ça échappe à toute possibilité de prédiction, justement parce qu'il y a cette rétroaction de la cause et de l'effet. De même dans le cas de la météorologie, on a pensé longtemps qu'on pourrait prévoir à long terme le temps qu'il fera dans un futur aussi long qu'on voudrait. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que même avec les meilleurs ordinateurs du monde, on ne pourra jamais prévoir la température au-delà de à peu près une semaine. Aujourd'hui, ça s'appelle l'effet papillon. L'effet papillon, c'est une invention d'un mathématicien, Weikenbaum, qui a montré que le fait d'oublier simplement la présence d'un papillon qui vole peut-être à l'autre bout de la planète dans les calculs que vous faites avec vos ordinateurs les plus puissants, cela va changer les données initiales. Vous n'avez pas tenu compte que ce papillon va faire bouger un peu d'air, qu'il va y avoir un tout petit courant d'air, que l'importance de cet oubli dans la donnée initiale va croître rapidement et va changer complètement les pronostics que vous pourriez calculer pour ce qui est de l'avenir, par exemple, à un an de distance.
Donc, on va définir ce qu'on appelle un horizon prédictif. Un horizon prédictif, c'est la date au-delà de laquelle, même si vous connaissez tout ce que vous pouvez connaître, vous perdez toute connaissance de ce que sera l'avenir. L'horizon prédictif de la météorologie, c'est une semaine. Ce n'est pas la peine de faire des ordinateurs plus puissants. Au-delà d'une semaine, les conditions initiales vont créer ces perturbations qui vont troubler complètement vos pronostics. Pour le système solaire, on étudie aujourd'hui beaucoup l'influence des autres astres. Et on pense que, par exemple, on ne pourra jamais prédire les éclipses au-delà de quelques millions d'années. Quelques millions d'années, ça peut paraître long, mais rappelons-nous que le système solaire est encore bon pour 5 milliards d'années, ce qui veut dire que l'horizon prédictif est beaucoup plus court que la vie du système solaire. Alors voilà donc ce qui a amené ce changement. Les lois sont toujours là, elles déterminent l'avenir, mais seulement pendant un certain temps que nous appelons l'horizon prédictif. Au-delà de cet avenir, il y a beaucoup de choses possibles et c'est là qu'intervient le jeu. Le jeu consiste à choisir d'une façon aléatoire parmi les possibles qui sont compatibles avec les lois de la physique. Et c'est là la recette de la beauté, de la richesse, de l'inventivité, de la créativité de la nature. Alors voilà un point important, changement d'optique. L'univers n'est pas entièrement déterminé parce que s'il était entièrement déterminé, on aurait toujours du pareil au même, on serait toujours dans la monotonie. Il n'est pas non plus complètement soumis à l'aléa, ce n'est pas du fouillis, ce n'est pas le hasard pur. Le hasard pur ne pourrait jamais donner que du fouillis. Dans l'univers, il y a à la fois des lois qui ont un pouvoir exécutif, on pourrait dire en termes de juridiction, limité, qui laissent la possibilité non pas à un seul avenir défini, mais à une très grande variété de possibilités dans lesquelles l'univers peut choisir différentes réalisations qui auront donc cette possibilité de créer de la variété. Alors voilà un premier point. Un second point qu'il faut mentionner, c'est cette question de l'entropie dont on parle souvent. On dit comment se fait-il que cet univers a pu s'organiser, sachant que la seconde loi de la thermodynamique exige que le désordre global de l'univers aille en augmentant. Alors, comment peut-on créer de l'ordre dans un univers qui est apparemment soumis à une loi du désordre? Eh bien, précisément, c'est le fait que le désordre global doit s'accroître, mais ça n'est pas du tout incompatible avec le fait que l'organisation locale puisse en même temps s'accroître. En fait, ça se négocie en termes d'un tribut à payer. Chaque fois que vous organisez quelque chose, il faut payer le tribut, et ce tribut se paie en émission de l'entropie, en augmentation de l'entropie de l'univers. On sait très bien, aujourd'hui, on peut calculer que l'entropie de l'univers est en croissance. Les principales sources d'entropie, ce sont les étoiles. Les étoiles, ce sont de formidables productions d'entropie, c'est-à-dire de désordre. C'est la lumière qui s'en va dans l'espace. Et grâce à la présence, ou grâce au fait qu'on a payé son tribut à la caisse de dépôt et de consignation, si on peut dire, du désordre global, l'univers peut s'organiser localement et produire une complexité croissante. Là, je vous fais remarquer que la forme pyramidale ici est là pour signifier qu'à mesure qu'on s'élève, il y a de moins en moins de représentants des différents échelons. Il y a beaucoup moins d'atomes lourds que de neutrons-protons, c'est-à-dire d'atomes d'hydrogène, beaucoup moins de molécules dans l'univers que d'atomes, beaucoup moins de cellules que de molécules. Bien sûr, les cellules, on ne les connaît que sur la Terre, mais la masse de toutes les cellules est négligeable par rapport à la masse de la Terre, et la masse des organismes est négligeable par rapport à la masse des cellules. C'est une manifestation justement du fait qu'on peut organiser une partie de la matière, mais qu'il est impensable que toute la matière s'organise, puisqu'à ce moment-là, le désordre global de l'univers irait en diminuant et qu'un tel phénomène désobéirait à ce second principe de la thermodynamique. On dit souvent que la vie est un miracle, que la vie ne peut pas se produire parce qu'elle va contre cette loi de la thermodynamique. Vous voyez que c'est complètement faux. Elle est tout à fait compatible avec cette loi, simplement il faut payer le tribut. Et par exemple, c'est un phénomène qui se passe même au niveau de l'eau. Quand de l'eau gèle, l'eau qui est une substance très désorganisée, les molécules d'eau sont dispersées au hasard, c'est pour ça que vous pouvez y passer la main. Quand l'eau gèle, les molécules d'eau se structurent en une maille cristalline très rigide, très ordonnée. C'est pour ça que vous ne pouvez pas passer la main dans l'eau.
Question, comment se fait-il que de l'eau puisse passer de cet état de désordre à un état d'ordre? C'est un exemple de la structuration de la matière, donc de l'augmentation de l'ordre. La réponse, c'est qu'au moment où la glace se forme, il y a de l'énergie qui est émise, c'est l'énergie qui est libérée au moment de la formation de la glace. Elle est émise sous forme de rayonnement infrarouge. Ce rayonnement infrarouge s'en va dans le ciel, s'en va parmi les galaxies, et c'est lui qui transporte le prix à payer pour que l'univers puisse s'organiser. De la même façon, pour nous, des structures très complexes, non seulement il faut payer un tribut pour s'organiser, c'est ce qui se passe quand un enfant grandit, mais même à notre âge, le simple fait de rester organisé, nous sommes obligés de payer un tribut à l'entropie. Comment payons-nous ce tribut? Eh bien simplement parce que nous émettons nous-mêmes de l'énergie. Un corps humain émet de l'énergie sous forme de rayonnement infrarouge, tout à fait visible avec des télescopes à infrarouge. Nous émettons à peu près 100 watts, l'équivalent d'une lampe de 100 watts d'énergie continuellement. C'est le tribut à payer. Et quand nous serons morts, eh bien notre corps n'émettra plus cette énergie, et le fait qu'il n'émette plus cette énergie, le fait qu'il ne paye plus son tribut, va faire qu'il va dégringoler, qu'il va retourner au niveau organisme-cellule, et que si on attend suffisamment longtemps, il va retomber au niveau cellule moléculaire. Donc, pour atteindre les niveaux très élevés ici, il faut payer un tribut, il faut augmenter l'entropie de l'univers, c'est ce que nous faisons tous pendant toute notre vie, et c'est ce que nous arrêterons de faire le jour où nous mourrons. Donc, on voit comment la vie n'est pas du tout en contradiction avec la seconde loi de la thermodynamique, simplement, il faut payer le prix, et c'est ce que nous faisons tous les jours.